Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tenter de répondre dans les grandes lignes à ce que pourrait être le Japon en 2050. Cette vidéo est surtout là pour rappeler les principaux axes politiques, géopolitiques, voire économiques et sociétals du Japon. Pour faire cette vidéo, je me suis aussi appuyé sur les écrits de Matisse qui a rédigé divers articles sur le site Terrabellum et je vous invite à y faire un tour. Si le Japon vous intéresse, nous avons également réalisé plusieurs autres vidéos. Tout d'abord la vidéo Japon Renaissance qui englobe la politique contemporaine du Japon d'après-guerre, sa stratégie conservatrice et sa vision ainsi que sa redynamisation militaire dans le Pacifique notamment. Nous avons ensuite Japon Diplomatie sur les relations diplomatiques du Japon avec ses voisins et son jeu géopolitique dans la région face à la Chine et la Corée, tous deux des rivaux mais aussi des partenaires économiques. Enfin, géopolitique du Japon avec un focus cette fois sur le trinôme Chine, États-Unis, Japon et le jeu d'influence dans le Pacifique. On vous a beaucoup parlé sur Terrabellum de Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre du Japon, avec sa volonté de redonner au pays sa pleine puissance économique depuis les crises des années 90, ou encore une place politique et militaire dans le Pacifique en levier face à la Chine. Mais Shinzo Abe a démissionné en septembre 2020 pour cause de maladie. Cette démission a aussi pu être calculée alors que la population japonaise, très exigeante, n'approuvait qu'à 34% sa politique selon les instituts de sondage. Les Japonais lui ont reproché sa mauvaise gestion dans la crise du coronavirus, même si pragmatiquement, le Japon est pourtant un des pays qui gère le mieux la crise, avec des mesures très strictes, mais on est là encore face à une des particularités sociétales japonaises qui n'autorise pas l'erreur. Shinzo Abe a passé la main à un futur Premier ministre, Yoshihide Suga, qui devra continuer la politique de tendance nationale conservatrice japonaise. Il n'est pas arrivé là par hasard, c'est bien sûr un proche politique de l'ancien Premier ministre. Il est rodé à l'administration et à la gestion des ministères japonais et fait aussi partie de l'organisation nationaliste Nippon Kaigi, tout comme Shinzo Abe. Peu populaire, peu charismatique, Yoshihide n'en est pas moins compétent et ça ne devrait pas l'empêcher de poursuivre les trois credos principaux de la doctrine nationale conservatrice du Japon au XXIe siècle. Tout d'abord, un conservatisme sociétal avec la figure traditionnelle de l'État protecteur, une économie libérale synonyme de bonne croissance et une liberté dans l'utilisation et le développement des forces armées japonaises. Mais revenons un petit peu en arrière, parmi les principaux travaux de Shinzo Abe, on peut citer les Abenomics, lancés en 2012, et qui ont permis au Japon de lutter contre la déflation et le vieillissement de la population active. Ces efforts ont renforcé la compétitivité des entreprises japonaises dans une région du monde hautement concurrentielle face à l'attraction chinoise ou encore coréenne. Mais la pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes et des années d'efforts et de sacrifices de la population. Un deuxième point important de la politique d'Abe, c'était la lutte contre le vieillissement de la population, ou plutôt en bon français, la recherche de l'équilibre entre la masse des actifs et celle des passifs. Shinzo Abe, plutôt que d'appliquer une politique immigrationniste, il faut savoir que les résidents étrangers, principalement des Chinois ou encore des Coréens, représentent environ 2% de la population nationale japonaise et sont principalement concentrés à Tokyo. Shinzo a souhaité promouvoir à la place l'emploi des femmes. Ces réformes, dans une société pourtant très rigide et conservatrice, ont été une réussite puisqu'en 2020, le taux d'emploi des femmes était de 71% au Japon, plus que dans l'Union européenne où il est de 62%. Côté géopolitique, Shinzo Abe a marqué un tournant dans la passivité japonaise vis-à-vis des puissances voisines, ou tout du moins, la passivité apparente, qui était alors de mise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a été bouleversée. Sous ses mandats, le Japon a élargi les clauses du fameux article 9 par lequel le Japon renonce à la guerre. Grâce à cette révision, mais aussi son important PIB, le Japon a considérablement modernisé ses armées, au point même de parler de remilitarisation pour une défense autonome, là où celle-ci est normalement garantie par les États-Unis. Mais le départ précipité de Shinzo Abe pourrait avoir encore une fois décalé la révision complète de l'article 9, l'objectif ultime du gouvernement japonais. Ce qu'on peut déjà constater, c'est que Shinzo Abe a posé les bases de la politique et des ambitions japonaises au XXIe siècle en trois points: croissance économique, lutte contre le vieillissement de la population et remilitarisation aussi bien soft pour la défense autonome que hard pour la projection de puissance vers des zones litigieuses et stratégiques comme la mer de Chine ou encore l'humanitaire en Afrique. Le prestige japonais devait aussi être complété par les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, mais la pandémie mondiale y a mis un coup d'arrêt. Les successeurs de Shinzo Abe devraient donc poursuivre la politique en ce sens, rattraper le retard dû au coronavirus et regagner la confiance d'une population exigeante qui ne pardonne pas, et c'est maintenant que l'on va commencer vraiment cette vidéo, le Japon en 2050 en 4 points, économie, sociétale, militaire et géopolitique, c'est parti. Concernant l'aspect économique, il y a le sujet incontournable de la dette publique monumentale qui est de 250% du PIB.
Mais celle-ci possède la particularité d'être détenue par les Japonais eux-mêmes, avec des taux d'intérêt sur la dette proches de 0%. Le Japon part du principe que si le taux d'intérêt est inférieur au taux de croissance, la dette n'explose pas et se stabilise. C'est avec ce fragile équilibre, mais aussi la certitude et le besoin de la croissance, que le Japon se motive pour les décennies à venir. Le droit à l'erreur n'étant pas une option et il n'est même pas envisageable, et la Banque centrale japonaise faisant tout son possible pour maintenir la soutenabilité de la dette. Le Japon va donc devoir miser dans la croissance et la création de valeur. Du fait de ses ressources limitées, le Japon mise dans les investissements avec un meilleur usage de la finance, par une mobilisation plus efficace de l'épargne très importante de sa population, qui pourrait par exemple servir à multiplier les investissements. Ces investissements seraient ensuite redirigés dans l'innovation technologique pour rester à la pointe dans des domaines d'avenir comme les nouvelles technologies, la gestion des risques naturels, industriels, nucléaires, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC. Bref, le Japon se transformerait en géant de la technologie et des services pour répondre à ses besoins, mais aussi garantir une croissance qui soutiendrait sa dette nationale. Du fait de son développement avancé, le Japon a besoin de se spécialiser dans les nouveaux besoins. Technologie d'accompagnement des vieillissements de population, technologie de dépollution, développement durable. Le pays est aussi fortement exposé au changement climatique. Inondations, tempêtes, incendies, glissements de terrain, etc. C'est ici l'un des défis principaux que va devoir affronter le pays à mesure que le temps avance. Il s'agit autant d'un risque que d'un potentiel puisque le Japon sera le pionnier dans les pays développés à concrètement devoir faire face à de tels problèmes. Par sa géographie, le Japon peut aussi se tourne déjà d'ailleurs vers l'immense marché chinois et indien qui lui offre un riche potentiel à l'exportation mais aussi en main d'œuvre à bas coût à proximité. Le Japon exporte en effet vers toute l'Asie des produits de bonne qualité qui répondent aux nouveaux besoins des pays nouvellement développés. Avec la montée en puissance de la Chine, le Japon aura son rôle à jouer comme contre-pouvoir et devra pleinement s'investir dans les organisations économiques régionales, comme par exemple l'ASEAN et bien d'autres. Comme toujours, un défi peut être transformé en opportunité. Le Covid a marqué une chute du PIB japonais de 4,8% en 2020, un imprévu qui vient ralentir la croissance du pays qui repart néanmoins à la hausse, avec une hausse de 11% lors du dernier trimestre 2020. Les perspectives sur l'ensemble de 2021 restent donc bonnes pour le moment selon les économistes. Parlons maintenant société avec la démographie, qui est le gros point noir qui revient quand on parle du Japon contemporain avec une population vieillissante et un faible taux de naissance. Cela tend à dire que la croissance japonaise sera limitée dans le temps comparée par exemple à des voisins plus forts démographiquement, comme par exemple la Chine. C'est ici la première conception de la thèse sur le vieillissement de la population. Mais il faut se demander quelle est l'origine de ce déclin démographique du Japon, sans tomber dans les clichés, même si ce sont aussi des réalités. Je parle là bien sûr de la vie professionnelle extrêmement prenante, d'un désintérêt global des Japonais vis-à-vis des rapports sexuels, voire des relations tout court. Le taux de fécondité au Japon est de 1,4. Et ce taux de fécondité est oui extrêmement bas, puisque le taux de remplacement est à placer à 2,1. Néanmoins, comparativement à la Corée du Sud, qui est à 1,04, ou même à Hong Kong, 1,12, ces deux pays font pire. De même, certains pays européens comme l'Italie, l'Espagne ou encore la Grèce se situent environ à 1,34. La France, souvent présentée comme le meilleur élève de l'Europe en matière de démographie, n'atteint pourtant pas plus que les autres le taux de remplacement, puisqu'elle est à 1,92. Alors pourquoi cette focalisation sur le cas japonais? C'est à voir sans doute dans un autre point de la société japonaise, l'immigration. On constate que la majorité des articles qui font référence à la situation démographique japonaise se terminent par des condamnations de la position du pays qui consiste à refuser de faire appel à l'immigration de masse pour combler le problème démographique. Si le Japon fascine et possède un soft power reluisant à l'international, ses fondements et sa société sont en totale opposition avec les autres démocraties libérales et les pays développés. Pourtant, le Japon est aussi une démocratie libérale et est aussi un pays développé. Un point qui fâche puisque le Japon se construit en conservant ses marques et ses traditions, là où les autres pays se développent en tendant vers l'uniformité, ayant pour base le modèle anglo-saxon. Pour revenir sur la démographie, les démographes avancent le fait que le monde semble en phase de connaître une seconde transition démographique. Après la première, engagée en France à la fin du XVIIIe siècle environ, qui vit les individus se multiplier, le monde devrait connaître un vieillissement généralisé de la population qui entraînerait une diminution générale de sa quantité. La diminution du taux de natalité en dessous du taux de remplacement est en effet un phénomène déjà observable dans l'ensemble des pays développés, on l'a vu précédemment, et la dynamique semble d'ailleurs se poursuivre dans l'ensemble des pays du monde, Chine y compris. Seule l'Afrique subsaharienne par exemple n'a toujours pas encore achevé sa première phase.
En tenant compte de ce contexte mondial qui tend au vieillissement de la population, certains spécialistes comme Jean-Marie Buissou en viennent à mettre en évidence le fait que la situation japonaise est non pas nécessairement celle d'un pays en train de mourir, mais plutôt celle d'un pays pionnier dans la voie de la décroissance démographique. Le Japon aurait en effet un temps d'avance dans son évolution démographique, ce qui lui permettrait d'être pionnier dans le développement de technologies utiles pour toutes les sociétés, amenées à vieillir après lui dans un contexte où le vieillissement de la population est en fait le destin de l'ensemble des pays du monde. Vous le savez déjà, le Japon d'ici 2050 compte miser sur l'innovation et les nouvelles technologies, augmenter la proportion des femmes sur le marché du travail et avoir recours dans la plus petite mesure possible à l'immigration. Le Japon a décidé de miser sur les trois en même temps. Là où ça devient intéressant, c'est que l'immigration que le Japon souhaite n'est pas une immigration de masse ni de peuplement, elle prend plutôt la forme de contrats passés avec des pays étrangers, permettant à des populations sélectionnées selon des critères spécifiques de séjourner temporairement au Japon pour y travailler dans des domaines prédéfinis, et uniquement pour cela, avec des conditions strictes. L'exemple de l'immigration de masse en Europe et de ses conséquences est d'ailleurs plutôt de nature à renforcer cette position de la part du Japon et de ses politiques, ce qui justifie aussi cette obsession de la part des médias occidentaux pour la situation démographique du Japon, qui veut rester un pays homogène. Parlons maintenant géopolitique. Pour revenir sur le mythe d'un Japon sans armée, du fameux article 9, je vous renvoie ici vers notre précédente vidéo Renaissance du Japon, qui traite véritablement le sujet sur la défense japonaise, mais aussi sa stratégie globale, aussi bien dans le Pacifique qu'en Afrique. On a déjà beaucoup parlé de la géopolitique japonaise, le plan de Shinzo Abe sur la révision de la constitution et de Renaissance du Japon sur l'échiquier géostratégique, la volatilité de l'alliance américaine qui explique cette politique vers une autonomie de plus en plus marquée ne suffit néanmoins pas à l'expliquer en totalité. On peut aussi évoquer les conflits territoriaux avec la Corée, la Chine ou encore la Russie, le rapprochement avec l'Inde et l'Australie pour peser face à la Chine. Comme toujours dans l'échiquier mondial, il faut y voir les intérêts réciproques des nations. Tout d'abord, le conflit territorial avec la Russie devrait s'éclipser avec le temps, autour des îles Kouriles. Les deux pays tentent régulièrement des processus de paix qui n'aboutissent pas, mais ont tous les deux beaucoup à gagner. Du côté russe, des investissements japonais et un marché d'exportation des matières premières. Du côté japonais, l'exportation de ces produits et la diversification de ces investissements. Dans le même temps, un dialogue entre la Russie et le Japon permettrait aussi d'équilibrer l'influence chinoise entre les deux pays. Concernant la Corée, c'est un rival économique déjà évoqué par les politiques japonais. Pour le moment, Tokyo a tout intérêt au statu quo entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, car dans le cas d'une réunification, le Japon, dans le cadre du deuxième contributeur mondial au budget de l'ONU, devrait fournir une aide financière à son rival, la Corée du Sud ne pouvant pas assumer à elle seule l'effort économique pour intégrer la Corée du Nord. Le Japon décide toujours de continuer à faire primer ses intérêts nationaux et ne veut prendre aucun risque avec les pays étrangers. Le Japon, par sa structure et son ambition, reste pourtant un des pays les plus appréciés par les investisseurs. Dans ce contexte post-coronavirus, il s'agit en effet d'un des pays développés les plus stables politiquement et économiquement. Comme l'a indiqué Matisse, auteur sur le site Terabellum dans ses articles, les dynamiques historiques du Japon fonctionnent comme une succession de phases d'ouverture et de fermeture vis-à-vis de l'étranger. Comme le schéma final de cette série l'indique, le Japon est ouvert depuis un certain temps et on peut tout à fait poser l'hypothèse d'une refermeture calculée à moyen terme du pays, entendre par là en fait un développement à la japonaise pour les Japonais et une limitation stricte des échanges avec l'extérieur. Ceci alors que les États-Unis sont fragilisés par la crise du coronavirus, les tensions sociales pour ne pas dire raciales internes et une logique de politique destructrice dans la lutte entre démocrates et républicains. Le Japon regarde aussi l'Europe, qui peine à s'élever comme un modèle d'avenir, connaît une crise d'identité et aura à terme les mêmes problèmes qu'aux États-Unis. Le Japon n'est pas dénué de problèmes ou de crises, mais il sait parfaitement comment les localiser et les traiter. Il ne souhaite pas s'étaler dans des concepts politiques abstraits qui ne font aucun sens selon lui et compte tout simplement poursuivre sa croissance et son développement historique dans une région hautement concurrentielle. L'Asie de l'Est ne laisse en effet pas de temps ni le droit à l'erreur. Nous aurions pu évoquer les changements sociaux au Japon qui vont aller croissant avec le temps, alors que le modèle d'entreprise rigoureux et traditionnel cède progressivement la place à un modèle plus ouvert et innovant, mais tout autant japonais. Le Japon s'affirme déjà avec son soft power colossal dans le monde. Il est, on l'a dit aussi, le deuxième contributeur à l'ONU. Sa réussite et son modèle fascinent tout autant le monde que l'Occident.
Pour retrouver ce Japon qui fascine et qui dérange aussi les idéalistes, je vous invite à lire le livre de Jean-Marie Buissou, Les leçons du Japon, un pays très incorrect, qui traite exactement de ce sujet, c'est-à-dire un Japon qui se démarque des pays développés par son identité, là où les autres recherchent l'uniformité. J'espère que cette vidéo vous a apporté des pistes de réflexion, n'hésitez pas à nous suggérer des thématiques à approfondir, un grand merci à tous et à la semaine prochaine, n'oubliez pas de mettre le petit j'aime et le commentaire, salut à tous. Si vous voulez soutenir la chaîne et en même temps que vous êtes à la recherche d'un VPN pour sécuriser les connexions publiques dans le cadre de la préparation d'un voyage à l'étranger ou tout simplement si vous voulez avoir accès à des catalogues de services de certains pays, vous pouvez utiliser ExpressVPN qui est notre partenaire. Étant moi-même à l'étranger, j'utilise également ce service et je l'ai déjà utilisé dans plusieurs pays, aussi bien en Europe qu'en Asie, sans rencontrer de problème. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien d'affiliation qui se trouve dans la description. Un grand merci aux nombreuses personnes qui ont déjà fait le choix d'ExpressVPN, vous aurez à la disposition un service rapide et de qualité. ExpressVPN est bien sûr le leader mondial de la protection des données et du cryptage, lancé il y a près d'une décennie, il propose un support disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, plus de 3000 serveurs dans 94 pays différents et un des réseaux les plus rapides au monde. Vous recevrez en plus 3 mois offerts avec notre offre spéciale en prenant l'abonnement de 12 mois. Bref, pour plus de renseignements, cliquez directement sur le lien d'affiliation en description. Un grand merci à tous.